Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Les vraies voix qui font bouger la France en ce vendredi soir, direction Montpellier où s'est ouvert ce matin l'édition 2021 du Monde Nouveau. Nouvelle édition qui s'est installée au Quorum de Montpellier. Objectif, débattre de la transition environnementale, imaginer les solutions éco-responsables de demain avec des thèmes qui nous concernent tous, biodiversité, mobilité, citoyenneté, économie circulaire, santé, agriculture, alimentation. Bref, je suis accompagné ce soir d'Yves Contasso, ancien président de l'Agence parisienne du climat. Bonsoir Yves Contasso. Bonsoir. Bonsoir à vous, ravi de vous accueillir. Et puis j'aimerais qu'on accueille Olivier Sarlat qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Monsieur Sarlat. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je sais que votre temps vous est compté, directeur régional de l'activité eau de Veolia pour la région Sud. Veolia qui travaille à des solutions pour répondre à des enjeux climatiques. Alors la première question que j'aimerais vous poser, comment préserver les ressources en eau? Parce que c'est vrai que ça fait de nombreuses années moi que j'entends que bientôt les ressources en eau allaient s'épuiser, qu'il fallait y faire attention. Et c'est vrai que pour les Français, souvent c'est très très abstrait. C'est à ce point-là urgent, Olivier Sarlat? Complètement. Aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, la prise de conscience est très insuffisante au niveau de la population, mais les chiffres sont là. C'est-à-dire que quand on sait que d'ici 30 ans, nous serons plus de 2 milliards d'individus de plus, il va y avoir une explosion de la consommation en eau. Et c'est vrai que aussi le changement climatique va venir accélérer ces phénomènes de manque d'eau ou de trop d'eau, parce que c'est vraiment un marqueur du changement climatique. Et donc là, il y a une vraie nécessité maintenant de donner place à l'action, parce que je pense que le temps de l'alerte est révolu. Et nous avons des solutions par rapport à ça, que ce soit pour acculturer les personnes sur ces problématiques de transformation écologique, aider les collectivités et puis aussi mettre en place des moyens pour pouvoir préserver les ressources, pour pouvoir produire autrement en utilisant moins d'eau et puis aussi se préparer aux aléas climatiques et à la gestion de crise. Alors si tout se passe comme vous le souhaitez, Monsieur Sarlat, d'ici combien de temps, si on s'y met vraiment tous, je ne parle pas seulement de Veolia, mais de tous les grands acteurs, si on s'y met vraiment tous, dans combien de temps on peut dire qu'on va réussir à préserver ces ressources en eau? Alors, c'est pas dans combien de temps, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à le mettre en œuvre. Et vous avez tout à fait raison, c'est pas l'apanage de un ou deux acteurs. C'est un travail collectif qui doit être fait main dans la main avec les collectivités, les services de l'État, les entreprises, quelle que soit leur taille, parce que je pense qu'en s'y mettant tous, il y a une véritable intelligence collective qui va nous permettre de relever ces défis. Et il y a déjà des solutions qui existent et qui commencent à être mises en œuvre par les collectivités. Alors, par exemple, concrètement, quelles seraient les solutions? Quelles sont les solutions? Mais par exemple, pour pouvoir préserver la ressource en eau, comme je vous disais, il va y avoir une demande de plus en plus croissante. Il s'agit donc de la préserver. Donc il y a des eaux qui existent. La réutilisation des eaux usées traitées. Je vais vous donner juste deux exemples parce que techniquement on sait le faire. Produire en fait de l'eau potable derrière une eau qui est traitée par les stations d'épuration, ça peut sembler un peu incongru. Ouais. Il faut savoir que par exemple en Namibie, la capitale Windhoek, il y a plus de 400 000 personnes que nous alimentons en eau potable qui est fabriquée à partir d'eau usée. Donc ça, on le sait le faire, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas dans le milieu naturel, on produit de l'eau potable à partir des eaux usées. Mais plus localement en France, si je prends un exemple, c'est par exemple l'expérimentation que nous avons mise en œuvre à côté de Narbonne, où nous sommes venus irriguer des viticulteurs de la vigne au goutte à goutte avec une eau traitée à partir des eaux usées. Et là où nous avons fait un test pendant 5-6 ans sur 1,5 hectare, le test a été tellement concluant que maintenant nous allons passer à l'échelle de 80 hectares. Donc il y a des solutions qui existent et qui peuvent être mises en œuvre pour préserver cette ressource en eau qui est précieuse. Yves Contasso qui est avec nous, j'aimerais vous entendre sur tout ce que nous dit Olivier Sarlat. Et puis surtout, effectivement, vous nous le dites, Olivier Sarlat, c'est formidable parce que ça marche, mais Yves Contasso reste à convaincre les agriculteurs, par exemple, de réutiliser des eaux traitées. Mais de réutiliser, de retraiter des eaux utilisées, pardon. Je crois que la vraie question, c'est la répartition intelligente de la consommation d'eau d'une manière globale, et d'autre part, l'arbitrage qu'on doit faire entre eau potable et ce qu'on appelle les eaux brutes, c'est-à-dire les eaux non potables au sens large. Typiquement, continuer à nettoyer les rues.
dans la plupart des villes avec de l'eau potable, est-ce que ça a du sens? Continuer d'arroser les jardins dans la plupart des villes avec de l'eau potable, est-ce que ça a du sens? Continuer à favoriser l'agriculture qui est surconsommatrice en eau, avec tous ces champs de maïs, etc., est-ce que ça a du sens? Alors qu'on le sait, je suis d'accord, la question de la ressource va être de plus en plus prégnante. Les prévisions de Météo France montrent qu'on aura probablement une baisse des réserves d'eau, avec en contrepartie des orages de plus en plus importants. Comment on articule les deux? On le voit bien, l'artificialisation des sols est un obstacle à une bonne gestion de l'eau. Donc il faut arrêter de bétonner la plupart des sols. Il faut au contraire les rendre à nouveau perméables. Il faut que dans les villes, on fasse ce qu'on appelle de la rétention à la parcelle, c'est-à-dire que les eaux pluviales soient stockées au niveau local pour pouvoir être réutilisées. Les solutions, on les connaît. Oui. Sauf que là c'est la responsabilité, surtout ce sont les décisions que doivent prendre nos politiques, nos élus, Olivier Sarlat. Vous faites des efforts, mais il faut qu'eux appuient ces efforts. Je pense que la prise de conscience est là. Je pense que je rejoins tout à fait ce que disait monsieur. Il y a des solutions qui existent. Les élus, effectivement, sont en train de s'en emparer et que les investissements qui seront faits aujourd'hui nous permettront d'arriver à cette demande croissante et à la pression qu'il va y avoir sur la ressource d'ici 30 ans. Donc, effectivement, nous sommes là pour accompagner. La politique de l'eau, elle est pas faite par les entreprises, elle est faite par les collectivités, par les services de l'État, et nous sommes là pour les accompagner. Une dernière question, Olivier Sarlat, puisque vous allez devoir nous quitter. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum du Monde Nouveau, cette nouvelle édition au Quorum de Montpellier? Mais c'est vraiment une prise de conscience. Il faut vraiment avoir un changement de paradigme par rapport à l'utilisation qui est faite des ressources, par rapport à la préservation de la biodiversité. Il ne faut pas que ce soit juste de 20 mots. Il faut que ce soit vraiment traduit dans les faits. Il faut vraiment qu'on passe d'une logique de consommation des ressources à une logique d'usage et de valorisation dans une économie qui est devenue circulaire. Et ne pas oublier aussi la partie inclusion, parce que je suis persuadé que les enjeux environnementaux, sociaux et financiers doivent être considérés comme un tout indissociable. Et la prospérité de notre pays ne pourra pas se faire si elle n'est pas inclusive et si elle n'est pas écologique. Alors dans 6 mois, c'est l'élection présidentielle. Alors on parle déjà du thème de l'immigration, de la sécurité, de la crise du Covid, évidemment, qui seront des sujets forts auxquels les Français sont attachés. Est-ce que vous n'êtes pas déçus qu'au contraire, le sujet climatique, le sujet la lutte contre le réchauffement climatique, les enjeux climatiques ne s'invite pas plus dans cette élection présidentielle? J'ai pas tout à fait la même vision que vous, parce que quand je suis sur Montpellier et quand je vois tout ce que fait la métropole de Montpellier autour de la transition écologique, tous les dernièrement un manifeste qui a été signé par des collectivités en France qui justement s'engagent dans cette transformation écologique, je pense que le sujet est bien là et qu'il aura toute sa place dans le cadre de ces élections présidentielles à venir. Bon, très bien. Merci en tout cas à vous, Olivier Sarlat, directeur régional de l'activité eau de Veolia pour la région Sud. Vous êtes donc à Montpellier, au Quorum de Montpellier, où s'est ouvert ce matin l'édition 2021 du Monde Nouveau. Merci à vous, mon cher Olivier Sarlat. Yves Contesso, il nous reste un petit peu de temps. J'aimerais vous faire réagir justement. On parlait de l'élection présidentielle. Est-ce que vous rejoignez Olivier Sarlat? Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique, les enjeux climatiques s'invitent comme vous le voulez dans cette élection présidentielle? Les enquêtes d'opinion montrent que dans l'ordre des priorités, des demandes des Françaises et des Français, c'est d'abord la question sanitaire, puis la question climatique. La question de l'immigration, la question de la sécurité arrive très loin derrière, très loin. Et donc il y a donc un fossé entre ce que pensent les Français et ce dont on parle dans les médias toute la journée. Absolument, absolument. Mais c'est vrai que ça fait vendre de parler de la sécurité ou de l'insécurité, du terrorisme, etc. Ça fait vendre. Mais ça n'est pas la demande des Français. Et je pense que là, les responsables politiques, mais aussi médiatiques, ont vraiment un examen de conscience à faire, parce que ça sera trop tard dans quelques années. Or, quand on regarde l'impact
des différents changements de comportement, on sait que les changements individuels peuvent régler à peu près 25% de la question, mais que c'est les politiques publiques qui pèsent pour 75% sur l'impact climatique. Et donc on voit bien à quel point c'est effectivement au niveau local, au niveau national évidemment et international, que doivent se prendre les décisions. Et là, on en est très très loin. Il y a une espèce de fuite de responsabilité, parce que c'est compliqué, parce que ça nécessite des investissements financiers, il ne faut pas se leurrer. Et puis, ça nécessite aussi de lutter contre certains lobbies. Je pense au lobby des grands exploitants agricoles, je pense à d'autres types de lobbies industriels, mais aussi, par exemple, le lobby des vendeurs de piscines. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, avec les enjeux que nous avons, d'avoir près des côtes françaises autant de maisons avec des piscines individuelles? Est-ce qu'il y a un moment, il ne va pas falloir se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça? Alors, oui, allez-y, poursuivez Yves Contasso. Je pense que du point de vue des politiques publiques, une vraie loi climat, pas celle que malheureusement on a vu, espèce de parodie de loi climat qui a été votée à l'Assemblée, mais une véritable loi climat qui prendra en considération tous ces problèmes et qui dirait voilà ce que nous allons faire, évidemment, étalé dans le temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, avec, et là je rejoins ce que disait M. Sarlat, l'inclusion, c'est-à-dire les conséquences sociales, économiques pour éviter que certains se retrouvent en grande difficulté, bien sûr, eh bien ça c'est indispensable et c'est de plus en plus urgent. Vous faites confiance, Yves Contasso, aux écologistes, en Yannick Jadot la gauche, par exemple, et beaucoup à gauche ont appelé Yannick Jadot à s'allier à la candidature, par exemple, d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous faites partie de ces voix? Mais écoutez, moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu dans des gouvernements à majorité socialiste des écologistes qui étaient présents, ils n'ont pas réussi à faire entendre leur voix. Et ça a toujours été la dimension socialiste, si j'ose dire, qui l'a emporté sur les enjeux écologiques. Ça a été la même chose avec la droite, on l'a vu avec le départ brillant de Nicolas Hulot. Donc, je crois qu'il y a un moment, il faut se dire que si on veut des politiques écologistes, il faut que ce soit les écologistes qui dirigent le gouvernement. Donc, je dirais plutôt que Mme Hidalgo devrait se poser la question d'aller soutenir la candidature de Yannick Jadot, de trouver un accord avec lui, à la fois sur les questions environnementales, sociales, démocratiques. Mais je pense qu'à un moment, il ne faut pas inverser les priorités. La priorité, c'est la capacité de la survie de l'espèce humaine sur notre planète. Ça, il n'y a pas de négociation ou de compromis possible. Encore une fois, tous les experts le disent. On a 10 ans pour véritablement régler la question. Après, ça sera trop tard. Ouais. Et alors, vous êtes optimiste, Yves Contasso? Mais écoutez, oui, moi je crois que jamais les questions environnementales, écologiques au sens large, n'ont été aussi présentes dans l'opinion publique, dans les débats. On voit que ça monte partout dans le monde, et que les anciens modèles, je dirais, les modèles qui considéraient qu'on pouvait extraire tout ce qu'on voulait de la planète, qu'on pouvait jeter tout ce qu'on avait envie de jeter au bout de quelques années parce que on reconstituait les matériels, etc. à nouveau, tout ça est en train d'arriver en fin de vie, de cycle. Et donc, je crois que maintenant, oui, c'est mûr pour qu'il y ait ces changements. Ouais. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Vous restez avec nous, Yves Contasso, président de l'Agence parisienne du climat. Les vraies voix qui font bouger la France sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques minutes pour parler de biodiversité, citoyenneté, énergie renouvelable, économie circulaire. Tous les thèmes du forum Le Monde Nouveau jusqu'à dimanche au Quorum de Montpellier. On vient dans quelques minutes. Restez bien avec nous. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue sur Sud Radio, c'est une émission spéciale ce soir autour du forum Le Monde Nouveau qui se déroule depuis ce matin au Quorum de Montpellier. Forum qui a débuté ce matin, qui se termine dimanche. 3 jours pour débattre de la transition environnementale. 3 jours pour imaginer les solutions éco-responsables de demain. Je suis accompagné d'Yves Contasso, ancien président de l'Agence parisienne du climat, et de Maxime de Rostolan qui nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à vous Maxime. Maxime, vous êtes un des Français, et j'espère qu'il y en a beaucoup d'ailleurs, qui veut que le monde change, un des acteurs de ce monde nouveau. Maxime de Rostalan, fondateur de plusieurs associations, de plusieurs projets, Bluebees, La Bascule. Tiens, Maxime de Rostalan, est-ce que vous pouvez présenter à Yves Contasso, à moi-même et à tous ceux qui nous écoutent, quelques-uns de ces projets, Bluebees peut-être? Alors Bluebees, c'est une plateforme de financement participatif qui a pour but de financer des projets d'intérêt général et en particulier des porteurs de projets agroécologiques. Et donc c'est une plateforme qu'on a montée en 2012 après 4 ans de bagarre, parce qu'en fait on a cassé le monopole bancaire, puisque nous ce qu'on voulait c'était que les internautes puissent investir et donc avoir un retour sur investissement et donc prêter aux porteurs de projets. Or, ce n'était pas possible en 2008, et donc on a aménagé la loi, ou on a fait aménager la loi, et donc on fait du prêt rémunéré pour les internautes à 2% ou des projets en don, contre don, et donc on a levé plus de 10 millions d'euros, financé plus de 700 projets, et ça continue, donc vous pouvez vous rendre à chaque fois. Il y a une dizaine de projets à chaque fois en cours de recherche de financement. Très bien, beaucoup de projets, vous vous occupez de beaucoup de projets. Maxime, La Bascule par exemple, un petit mot sur La Bascule. Oui, La Bascule, en fait, avant La Bascule, j'avais monté Ferme d'Avenir. Ferme d'Avenir, c'était une association pour promouvoir l'agroécologie, et l'objectif était de dire, est-ce que l'agroécologie peut être rentable? J'ai conclu après 5 ans dans la ferme et avec des équipes de chercheurs qui ont analysé tous les chiffres, qu'en fait, il y avait quand même une vraie distorsion de concurrence entre l'agriculture industrielle et chimique, qui est très largement subventionnée, directement par la politique agricole commune, mais aussi indirectement parce qu'elle ne paye pas les dégâts qu'elle provoque. Par exemple, les algues vertes, aujourd'hui, c'est pas les éleveurs de Bretagne qui payent la facture des dégâts, c'est nos impôts à nous, tous, même les végétariens d'ailleurs. Et donc, du coup, je suis arrivé à un moment où on dit, il y a une distorsion de concurrence, comment est-ce qu'on fait pour rétablir l'équilibre entre l'agroécologie et l'agriculture industrielle? Et c'est là que je suis rentré en lobbying, et j'ai commencé à parler des paiements pour services écosystémiques. Et donc, on a réussi à passer un amendement dans le cadre de la loi des États généraux de l'alimentation. En gros, paiement pour services écosystémiques, c'est dire on va financer un agriculteur qui va arrêter d'utiliser du glyphosate parce qu'en fait, il va économiser des dépenses de santé. Donc, on va lui rétrocéder une partie de ses économies. Et en fait, j'ai passé cet amendement et il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et c'est là que j'ai décidé de quitter Ferme d'Avenir et de lancer La Bascule, qui est un mouvement de lobbying citoyen pour essayer de réformer nos institutions pour qu'elles se mettent un petit peu au diapason de l'intérêt général. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Alors Yves Contasso, votre regard sur les projets de Maxime de Rostalan, alors qui pour le coup, lui, c'est une vraie voix qui fait bouger la France, Maxime. Oui, bonjour Maxime et félicitations, parce que je crois que c'est effectivement toutes ces initiatives qui sont des dizaines de milliers en France ne sont malheureusement pas assez valorisées. Et ça prouve bien que cette prise de conscience, elle est de plus en plus présente partout, sur tous les territoires et dans quasiment tous les domaines. Alors, la question agricole est évidemment une question tout à fait essentielle. Les milliards qui sont investis dans cette agriculture dévastatrice, prédatrice, qui d'ailleurs a des conséquences sur la santé des agriculteurs, et y compris d'ailleurs ne les rend pas plus heureux quand on voit le nombre de suicides d'agriculteurs. On voit bien que c'est une impasse totale. Et merci à Maxime et à tous ceux qui, au contraire, montrent qu'il y a des alternatives crédibles, sérieuses, qui permettent, contrairement à ce qu'on entend trop souvent du côté de la FNSEA, de nourrir la population. Il n'y a pas d'enjeu de ce point de vue-là. C'est faux de dire qu'il n'y a qu'un modèle agricole qui permettrait de répondre aux besoins alimentaires de la planète. Quand on regarde au niveau mondial, on est entre 30 et 50% de ce qui est produit qui est jeté. Donc on voit bien qu'on a des capacités très supérieures. Et en plus, l'agriculture telle qu'elle est pensée par Maxime et les autres, c'est aussi bien meilleur pour l'emploi et pour la santé. Donc on fait des économies du côté, évidemment, de la branche maladie, on fait des économies du côté de l'assurance chômage, mais tout ça est rarement valorisé et ces externalités ne sont pas réintégrées, ce qui est véritablement dommage. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, Maxime de Rostalan, quand vous montez tous ces projets? En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je vais un petit peu en désobéissance. C'est-à-dire que je pars du principe que si on dérange personne, si on dérange pas le système en place, on change pas les choses. Et donc, du coup, je suis toujours en rapport de force. Et là, je suis en train de monter 2 nouveaux projets.
pour lesquels j'ai à nouveau le même genre d'obstacle. Donc je monte Communitrize, c'est une initiative pour créer des pépinières participatives dédiées à l'agroforesterie, parce qu'en fait on devrait planter 25 000 kilomètres de haies par an en France, or on n'en plante que 10%, un dixième de ça, et il faut créer des filières. Et en fait là, je considère que c'est à la force publique d'investir pour l'avenir de nos enfants, l'avenir tout simplement de notre civilisation, et que c'est à fond perdu. C'est-à-dire qu'on investit dans le capital naturel et il ne faut pas attendre de rendement économique. Et or, je suis face à des gens qui ne raisonnent que par la rentabilité financière. Or, il faut bien comprendre que si jamais dans 30 ans on n'a pas planté les 700 000 kilomètres de haies dont on a besoin, il fera 50 degrés l'été et la rentabilité financière de n'importe quelle activité sera remise en question par ça. Il y a un rapport récent qui disait le dérèglement climatique va laminer nos économies. Donc, raisonner aujourd'hui avec la boussole unique du PIB, c'est une folie. En fait, c'est le problème que j'ai. Les politiques auxquelles je parle, donc le ministre de l'Agriculture lui-même, raisonnent sur le court terme, donc vraiment court terme, et juste sur le financier. Un autre projet que je suis en train de monter, donc les deux projets qui m'occupent en ce moment, donc c'est Communitrize et SailCop, parce que moi je prends plus l'avion depuis 8 ans, et j'ai décidé de relancer une coopérative de transport de passagers à la voile. Il y a 205 000 voiliers de plaisance en France qui dorment 98% du temps à quai, et en fait on dit on va les mettre en mouvement et on va permettre avec cette flotte de proposer des Brest-New York, La Rochelle-Rio ou aller en Corse ou en Irlande à la voile. Et là, pareil, on se trouve face à des problèmes réglementaires. Il y a en France une exception, des navires d'utilisation commerciale, navires d'utilisation de plaisance. Bref, en gros, on est toujours contraint par un système qui a été conçu pour une énergie pas chère et des ressources prétendument infinies. Et donc on essaye d'inventer, de trouver des brèches. Est-ce que vous avez été contacté, vous avez contacté par exemple des élus, des politiques? Vous êtes en ce moment au forum du Monde Nouveau. Est-ce qu'il y a un dialogue entre vous et eux? Toujours. Non, mais moi, Macron, quand il était en campagne présidentielle, était venu sur ma ferme. Je suis très proche j'ai été très proche de Nicolas Hulot pendant qu'il était ministre. Moi, j'ai rencontré tous les ministres de l'Agriculture depuis 10 ans. Donc, oui, bien sûr, je fais du lobbying, clairement. Après, je les embête un petit peu parce que il y a une musique très bien réglée et qui continue à entretenir le système et qui s'appelle le développement durable, qui veut relier écologie sociale. Mais en fait, clairement, on voit qu'il n'y a pas de découplage possible entre la croissance du PIB et l'augmentation de l'exploitation des ressources. Il faut faire de la décroissance du PIB, ça ne veut pas dire tout décroître, et il faut compter différemment. Et en fait, nous, c'est ce qu'on promeut. On promeut la comptabilité en triple capital. C'est se donner une nouvelle boussole avec le capital naturel et le capital humain, en plus du capital financier. Il y a un ancien président socialiste qui disait « le changement, c'est maintenant ». Yves Contasso, cette phrase est plus jamais que d'actualité. Ah ben, plus que jamais. Oui. Et évidemment, et je crois que la tyrannie économique aujourd'hui, la tyrannie du court terme, elle est vraiment extrêmement dangereuse parce que c'est une vision extrêmement égoïste qui n'intègre pas du tout l'avenir, notamment de nos enfants, petits-enfants, qui est allons-y allègrement, profitons-en de manière absolument irresponsable et détruisons notre planète, c'est pas grave, tant pis pour ceux qui arriveront après nous. Et l'histoire du PIB, du PIB, effectivement, est caricature absolue. Moi, je rappelle toujours qu'en 2003, quand il y a eu la canicule, c'est cette surmortalité liée à la canicule qui a permis de sauver une croissance du PIB. Alors s'il faut en passer par là pour dire qu'il y a croissance, on voit bien l'aberration du système. Donc il faut absolument changer les indicateurs. Il y a une loi qui a été votée à l'initiative des Vassas pour qu'il y ait de nouveaux indicateurs. Aucun gouvernement n'accepte de mettre en œuvre cette loi. C'est un scandale absolu. C'est-à-dire que le gouvernement n'applique même pas la loi. Avec d'autres indicateurs, effectivement, de bien-être, d'indices de développement humain, de niveau d'éducation, de santé, etc. Ce que certains pays commencent à mettre en œuvre, mais la France est dans ce domaine totalement archaïque, totalement archaïque.
Est-ce que vous pensez que ceux qui vont se présenter à l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez, Yves Contesso et Maxime de Rostala, est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment pris conscience des enjeux climatiques, ou alors ils tricotent des lois pour l'image, pour la communication, parce que il faut quand même faire avancer les choses? Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience que d'ailleurs la nouvelle génération a prise, hein? C'est vrai que la jeune génération, les 15-25 ans, si vous les questionnez, ils savent ce que c'est le réchauffement climatique et les enjeux climatiques. Mais bien sûr, c'est eux qui vont être les premières victimes éventuellement s'il n'y a pas de changement. Donc eux, ils ont parfaitement compris où était leur intérêt, mais pas un intérêt égoïste, leur intérêt collectif. De ce point de vue-là, je dois dire qu'il y a beaucoup de discours sur l'environnement, mais qui sont totalement déconnectés de la réalité. Quand j'entends certains parler d'écologie identitaire ou d'écologie qui serait en fait un simple verdissement du système actuel, personne ne croit une seconde que c'est sérieux. Découpler les émissions de gaz à effet de serre de la croissance du PIB, ça n'a jamais marché, jamais, nulle part, sauf totalement ponctuellement en cas de crise, mais ça ne marche pas. Donc il faut arrêter de vouloir raconter des sornettes à la population, et je crois que tôt ou tard, ça deviendra une évidence là aussi. D'ailleurs, de plus en plus d'experts disent que ça coûtera beaucoup plus cher en plan économique et social si on retarde les bonnes décisions que leur mise en œuvre dès maintenant. Donc on voit bien que là encore, il est temps d'agir. Le rapport Stiglitz, il a déjà pas mal d'années, et il le montrait, que ça coûterait 7 fois plus cher d'attendre. Eh bien, on a malheureusement des gens qui continuent à dire non, on va faire quelques ajustements, mais on ne change pas vraiment. Maxime de Rostalan. Moi, je me souviens de Georges Bush père qui, en 92, déclamait notre mode de vie n'est pas négociable. En fait, il avait tout faux. Ce qui n'est pas négociable, c'est l'état de santé de la biodiversité de nos écosystèmes, c'est le taux de carbone dans l'atmosphère, c'est d'avoir des terres arables, de l'eau potable, etc. Ce qui est complètement négociable, en revanche, et on a des gens tellement intelligents qui pourraient le faire, c'est notre modèle économique. C'est notre modèle économique qu'on doit réformer, parce qu'on sait très bien que plus ça va, plus on accélère vers le mur. Et donc, il faut changer nos indicateurs. Et comme le disait Yves Contesso, on voit bien, une marée noire, ça fait du PIB. Donc une marée noire, une catastrophe écologique sans commune mesure, c'est bon pour le pays. Parce que c'est bon pour le PIB. Donc c'est juste une folie. C'est suicidaire. Donc il faut absolument changer ça. Et alors, pour répondre à votre question, est-ce que les dirigeants sont conscients? Ils le disent. En tout cas, mais ça fait des années qu'ils le disent. Je rappelle que le Grenelle de l'environnement, en 2007 ou 2008, on dit super, on va diviser par 2 les pesticides, l'usage des pesticides en France entre 2008 et 2015. Résultat des courses, on a augmenté de 20%. C'est juste fou. Donc il y a un moment où c'est aussi pour ça. Il faut que les politiques s'interrogent sur l'abstention. Bien sûr qu'on c'est plus possible d'entendre des gens faire des promesses. Notre président en place en a fait d'ailleurs à l'endroit de la Convention citoyenne pour le climat, qu'il n'a pas respecté. Il y a un moment où on peut plus avoir seulement des défaites. On enchaîne les défaites sur le plan écologique, et en revanche, on voit que le secteur industriel et les grands patrons n'ont jamais été aussi riches. Donc il y a un moment où je pense que c'est même dangereux pour eux de maintenir ce faux statu quo, parce que ça va péter, je pense, malheureusement. Maxime de Rostalan, merci, fondateur de plusieurs associations, de plusieurs projets, La Bascule, Bluebees, Communitrice, et il y en a d'autres. Merci à vous. Vous êtes en ce moment au forum Le Monde Nouveau. Voilà, c'est au Quorum de Montpellier. Puis j'aimerais remercier Yves Contesso, ancien président de l'Agence parisienne du climat. Merci à vous. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec le Loft Music. Voilà, Yvan Cugius qui reçoit le groupe Trio ce soir. À tout de suite pour le Loft.